Avec moi pour commenter ce qui agite la tech et l'a agité ces derniers jours, nous avons Alain Staron, le fondateur d'Amborella et disrupteur opérationnel. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Romain Huillard, journaliste consultant indépendant en nouvelles technologies. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine? On va commencer avec Facebook. Je pense que c'est là où on a peut-être le plus de matière à débattre entre nous, avec Adam Mosseri qui a publié ce tweet « Le cœur brisé ». Nous suspendons Instagram Kids. Ce fut une décision difficile, dit-il. Je pense toujours que construire cette expérience est la bonne chose à faire, mais nous voulons prendre plus de temps pour parler avec des parents, des experts, pour savoir comment bien faire les choses. Alors oui, on a donc découvert que Instagram Kids ne faisait pas l'unanimité, et l'humanité peut-être non plus. Bon, pour moi, c'est pas tellement un scoop. Mais ça arrive après quoi? Ça arrive après une enquête du Wall Street Journal, dont vous allez nous parler. Qui veut la commenter? Vas-y. Alain Staron. Moi, ça m'a juste rappelé ce bouquin qui s'appelle L'amour sous algorithme, de cette journaliste qui avait étudié ce qui se passait chez Tinder. Et en fait, constatant que le job de ces plateformes, c'est de maintenir l'audience à n'importe quel prix. Et comment ils font ça? Ils font ça en travaillant sur nos ressorts les plus implicites, les plus émotionnels, les plus inconscients. Et déjà, en tant qu'adulte, jeune adulte chez Tinder, c'est un peu juste. Donc, chez les ados, c'est scandaleux. Et ce bouquin est sorti en 2019, on est 2 ans plus tard. Le problème est entier. Une plateforme cherche à maximiser son audience à n'importe quel prix. Un ado ou un enfant est certainement encore plus malléable qu'un jeune adulte. Et donc, il n'y a pas de solution. Bon, alors je vais quand même préciser cette enquête du Wall Street Journal, donc, qui part de documents sortis par un lanceur d'alerte, et donc qui révèle que Instagram, déjà aujourd'hui, version que tout le monde a, version adulte, on va dire, a mené des recherches sur l'impact de son service sur le moral des adolescents, et résultat, l'application aggrave les complexes physiques d'un tiers des adolescentes qui ont déjà pas forcément une très bonne estime d'elles-mêmes, mais pire, au Royaume-Uni, 13% des adolescents suicidaires imputent leur mal-être à Instagram. On comprend derrière qu'il y ait quand même une envie de prendre son temps avant de lancer une version kids. Romain Huillard. Oui, effectivement, et le souci que va avoir Facebook, qui appartient à Instagram là-dessus, c'est de trouver Instagram qui appartient à Facebook, oui. C'est de trouver un juste équilibre pour lancer un Instagram Kids qui ne sera pas trop dévalué. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes, effectivement, de moins de 13 ans, simplement trichent sur leur date de naissance pour pouvoir s'inscrire à la version normale d'Instagram. Donc je pense que c'est là-dessus qu'ils vont travailler ces prochains mois. Alors là, effectivement, ça veut dire qu'on a besoin d'Instagram Kids? En fait, il y a une demande, c'est ça? Je pense que oui, je pense que les jeunes, ce qu'ils expliquent, c'est que tous les jeunes ont des smartphones de plus en plus tôt. Instagram est le réseau social, un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui auprès des plus jeunes. Et donc voilà, cette version, alors la fonction principale de cette version Kids, ce serait que les parents pourraient superviser, pourraient voir un petit peu ce que l'enfant, à qui il est abonné, avec qui il échange en privé, est-ce qu'il peut rejoindre tel ou tel groupe, etc. Mais voilà, il faut trouver ce juste équilibre pour que les enfants ne trichent pas et ne restent pas sur la version normale. D'ailleurs, il y a même une annonce de contrôle parental qui arriverait sur la version classique d'Instagram. Oui, ça change rien au problème. Les réseaux sociaux sur lesquels on se compare, sur lesquels on a envie de sortir. L'algorithme du réseau social fait que pour rester, il gère pour pas qu'il y ait trop de succès, pas trop d'échecs. Mais il met toujours les gens en borderline. Et donc ça crée des dépressions. Mais c'est la mécanique même d'un réseau social. Donc ça pose la question de est-ce que vraiment il y a une porte de sortie, le juste milieu? Je suis pas sûr qu'on puisse le trouver, sauf à retomber dans l'informatif. Mais c'est pas ça que les enfants viennent chercher. Ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être que les parents pourront peut-être un peu mieux éduquer leurs enfants qui suivent des influenceuses ou influenceurs assez jeunes qui montrent qu'une facette très très belle de leur vie qui souvent est faussée. Et peut-être déjà pourront leur expliquer que voilà, que c'est des photos choisies et peut-être les inciter à plus suivre juste leurs amis d'école ou ce genre de choses. Est-ce que c'est un intérêt d'avoir une barrière d'âge ou pas? Moi, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais peut-être que ça aide certains parents à se situer, à se dire finalement, si c'est interdit aux moins de 13 ans, c'est peut-être que quand même c'est dangereux, il faut faire attention, donc je vais davantage être vigilant. Alors que si d'un seul coup j'ai un Instagram qui est autorisé aux moins de 13 ans, bon, je suis rassurée. Je sais pas. En même temps, si je mets la barrière, j'ai moins de 13 ans, je fais tout pour y aller, quoi. C'est un vrai appel. C'est vrai. Ouais. Non, honnêtement, sauf à faire un trash Instagram,
Donc un truc vraiment trash, où on n'a pas peur de se comparer, ou justement, enfin, je pense qu'il faut changer les codes. Donc c'est un autre projet. Et là, ce qui est très difficile pour Facebook dans cette affaire, c'est que donc les révélations du Wall Street Journal, c'est qu'on apprend, c'est pas une étude indépendante voilà, qui sort, c'est qu'on apprend que Facebook menait cette étude et Facebook le sait, Ouais. et, voilà, et continue malgré tout. Et s'il n'y avait pas eu cette sortie, ils auraient certainement lancé Instagram Kids en sachant très bien ça. Et voilà, donc c'est le profit vraiment, sans surprise. Mais Ouais. C'est le cynisme de avant le Facebook bien-être, ouais. que tout le monde connaît. Ouais. Et le travail important des lanceurs d'alerte qu'on doit davantage protéger. Donc l'autre grosse actualité de la semaine, c'était un événement Amazon avec de nombreuses annonces qui ont été faites, c'était mardi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on achète déjà beaucoup Amazon. Demain, on va vivre Amazon, non? Bah, c'est clairement le principe de cette conférence. Il y a tout. Alors, on peut commencer Alors, par Astro. on va commencer par une petite vidéo. Ouais. A robot. Yes. What are we going to do with a robot? Well, Astro, follow me. Et voilà, c'était, je dirais, la grosse surprise de cette conférence, la surprise de fin. Un robot domestique. Oui. Alors, C'est séduit. je trouve, Romain moi non, je suis sûr que Alain va être hyper enthousiaste, donc je fais volontairement Voyons le voir, rabat-joie de service allons-y. comme d'habitude. Je trouve que la vidéo elle est assez cynique parce qu'elle pose la question à quoi ça sert. Oui. À la fin de la Alors, vidéo. il tente d'y répondre quand même. Oui, dans la vidéo, il tente un petit peu d'y répondre, mais franchement, je crois qu'il donne deux cas d'usage que je trouve pas, je sais même plus lesquels c'est, mais ça m'a pas convaincu. Et à la fin, il y a l'espèce de La petite gimmick. bière, quoi. Voilà, la bière, mais c'est juste un gimmick parce que la bière, qui est-ce qui la met dans le robot? Il sait pas encore aller la chercher dans le. Donc oui, c'est hyper rigolo le coup de la bière, mais on sait évidemment le robot peut pas aller la chercher dans le frigo. Donc voilà. Moi, je vois un seul usage en fait, et Amazon n'est pas le premier sur ce créneau. C'est les seniors. Voilà, apporter une présence. Alors soit d'un robot. On sait que chez certains seniors ça fonctionne, même si c'est pas un humain, ils se sentent mieux avec la présence d'un robot chez eux. Donc ça peut maintenir des seniors plus longtemps chez eux, ou bien faire de la visio, voilà, des proches qui du coup peuvent se déplacer dans l'appartement et puis du coup ils apparaissent sur l'écran. C'est un peu comme un Amazon Echo, mais sur roue, quoi, finalement. Il y a un patrouilleur, je crois qu'il y a une fonction pas. Oui. En fait, patrouille, voilà. À mon avis, c'est plutôt ça le truc que Amazon cherche, sauf qu'ils ne peuvent pas le dire comme ça tout à fait. Amazon, ils cherchent toujours à pousser les limites. Leur sujet, c'est gommer les pain points. Donc quand on fait de la livraison, le pain point, c'est est-ce que je suis là quand le livreur... Le point de friction, on va dire en Point de français. friction, pardon. Point de douleur, point de friction. Donc, qu'est-ce que je fais pour livrer quand il n'y a personne chez moi? Donc, ils ont racheté Ring, filiale qui fait des portiers. Et donc, comme ça, il y a un code unique que le livreur tape et à ce moment-là, il peut poser le paquet à l'intérieur. Bien. Du coup, avec Ring, si je fais un portier, je peux faire un peu de sécurité. Et donc, Amazon s'est lancé dans la sécurité. Vous avez Amazon Alexa Guard, je crois, pour faire de la télésurveillance. Et d'ailleurs, ils en reparlent là aussi. Et donc, dans cet événement Amazon, vous avez la moitié des produits qui tournent autour de la sécurité. Et le sujet d'Astro, c'est un patrouilleur. C'est c'est un robot, pardon, excusez-moi, Ça y est. qui fait le tour de On la y est. maison, mais qui ne sait pas monter ni descendre les escaliers, donc il faut quand même que des maisons de plein pied, et qui regarde ce qui se passe, qui vous reconnaît votre visage. Donc il sait dire, tiens, il y a quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de voir dans la maison. Enfin, ça va assez loin sur le sujet, et principalement, c'est à ça que ça sert. Il reconnaît s'il y a des bruits de vitres. Donc, c'est une vitre cassée, quelqu'un qui veut rentrer. Voilà. Donc, on est vraiment dans une logique. Ça remplace ces caméras de surveillance qu'il faudrait que je mette partout. Je mets un robot qui va patrouiller partout et je peux lui interdire d'aller dans quelques endroits. Et paraît-il, si vous le mettez... On va lui en plus donner quand même quelques gimmicks qui font que ça pourrait devenir un petit ami dans la maison. Un porteur de bière, comme dit Romain, il faut mettre la... Bon, ça, vous n'avez pas accroché là-dessus. OK. Il y a déjà une polémique juste pour là-dessus. Des développeurs qui ont lanceurs d'alerte qui ont révélé à Vice qu'il n'était pas du tout prêt le robot, qu'il y avait des questions de vie privée, parce que donc, le but du jeu c'est qu'il soit dans les pièces où vont les gens, par exemple le soir, etc. Et donc il scanne beaucoup de choses, et alors c'est censé rester sur le robot, mais on n'est pas à l'abri d'une faille ou de choses comme ça. Donc il y a déjà le lendemain de l'annonce. Oui, moi personnellement, je trouve ça très inquiétant d'avoir un robot qui scanne tout en permanence, qui fait de la reconnaissance faciale de toutes les personnes qui passent chez moi. Oui, bon. et puis surtout, pardon, si je suis ce petit robot, comme je scanne tout, qu'est-ce que je vais chercher? Ce qui vous manque pour vous l'acheter sur Amazon. Tout à fait, ça c'est le... Ah bon, Delphine, ça, alors là, mais ça, j'ai pas besoin du robot. La poêle géante, il faut acheter la poêle On géante. a déjà Amazon Echo. Et alors, il y a aussi une nouveauté, moi, qui m'a interpellée, c'est Amazon Glow.
Oui. où là, on a un produit qui est capable de projeter des images d'une certaine qualité, puis qui a l'air plutôt pas mal d'ailleurs, ce projecteur sur une table, pour permettre aux enfants de jouer, d'avoir des jeux interactifs, voilà. Mais ça fait aussi office de visio, et c'est vraiment un produit qui est destiné aux enfants, comme on le voit à l'image. Oui, en fait, c'est un jeu de plateau interactif. Hein, vous avez des claviers, ça existe Mais pas depuis déjà un que. certain On temps. peut aussi servir à communiquer avec l'enfant. Voilà, et l'idée, c'est on joue entre nous et on joue avec quelqu'un qui est distant. Donc ça permet aux gens distants de jouer avec les enfants qui sont... Donc, Et ça, le c'est fait d'avoir une des visio- produits qui s'adressent directement aux enfants, C'est une visio organisée autour d'une thématique qui est le jeu, ce que je trouve plutôt pas mal. bon. Après il reste intégralement les problèmes de comment je gère le fait que je m'adresse à des enfants. Et puis ça change les modes de communication, c'est-à-dire que les enfants deviennent autonomes face à la machine. Oui, puis effectivement, le but du jeu, c'est vraiment, là on le voit sur l'image, c'est que des enfants puissent jouer avec leurs grands-parents à distance. En temps de pandémie, pourquoi pas, mais on peut. Enfin, moi, je trouve ça un peu dystopique, comme pas mal d'annonces comme ça. Où, est-ce que les grands-parents vont. Enfin, oui, je pense qu'ils auront toujours envie de voir leurs petits-enfants en chair et en os, mais. Enfin, je trouve que c'est l'annonce pourtant la plus intéressante, mais voilà. Ouais. Alors moi j'étais intéressée par un truc pas très sexy, mais je pense très utile, c'est un boîtier Wi-Fi. En fait, parce que avec tous ces produits connectés qu'on va avoir chez nous demain, il va falloir trouver un moyen de les faire parler ensemble, que ce soit assez fluide. Et donc Amazon propose aussi un boîtier Wi-Fi 6 pour relier ces objets à Alexa. C'est une nouvelle version en fait, ils ont toute une gamme Hero, c'est aussi le fruit d'un rachat. Et là c'est une version tri-band où vous pouvez avoir 3 boîtiers, ça coûte quand même hyper cher, c'est 250 € pièce et 640 € les 3. Est-ce que ça va pas devenir un équipement incontournable, ça vraiment, je veux dire? Oui, bien sûr. Oui. Chez tout le monde. Toutes les grandes marques proposent ce genre de produits. Et effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'une connexion, ambiante partout. Et voilà. Et en fait, je suis pas tout à fait sûr. Enfin, j'ai développé un projet Ouais. par ailleurs qui revient à reconstruire le smart home dans le nuage. Donc je n'ai plus besoin de faire une passerelle. Une passerelle, c'est quand même compliqué. Il faut appairer les objets, même si c'est de plus en plus simple. C'est quand même compliqué. Puis je mets une passerelle chez moi. Chacun des objets pourrait être lui-même connecté. Et donc l'image de ma maison, elle est dans le nuage. Donc j'ai plus besoin de faire de l'appairage local. On va lancer un premier produit en début d'année prochaine. Peut-être c'est plus rassurant de l'avoir en local. Enfin, je sais pas. Hein. Eh bien, j'en sais rien. Bon. C'est plus rassurant, beaucoup plus compliqué. Et néanmoins, en local, cette passerelle est forcément connectée sur Internet. Hein. Donc vous laissez une belle plateforme C'est vrai. qui connecte à tous vos produits et qui sait tout, y compris quand ce n'est pas des produits d'Amazon. Donc la passerelle devient Amazon. Est-ce que vous avez envie de ça? Je ne suis pas sûr. Ok. Autre conférence. Cette semaine, c'était une semaine de conf. Hein. Il y avait une nouvelle montre Withings à découvrir. Alors, je dis une nouvelle, c'est une déclinaison finalement de sa smartwatch qui s'appelle la Scan Watch. Et là, c'est une version Horizon. Séduit, beaucoup plus masculine d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais alors ils disent pour faire de la plongée, étanche à 100 mètres. Il se trouve que je suis plongeur. Il manque juste un détail, c'est l'ordinateur de plongée, avec un minimum le profondimètre, les réserves d'air, et puis comment je gère mes paliers. Et si vous regardez pour le même prix, vous avez des Suunto, des Garmin, qui font exactement le même job. Autrement dit, si vous utilisez cette montre, elle est étanche à 100 mètres, donc on divise par deux, c'est-à-dire vous pouvez plonger à 50 mètres. Moi, je ne sais pas plonger à 50 mètres sans bouteille. Et donc, j'ai besoin d'équipement et je ne vais pas mettre une deuxième montre à côté de la première. Donc, je vais l'enlever. Donc, c'est une montre de plongée dont je ne me sers pas pour plonger. Mais c'est une montre de plongeur, peut-être plus que de plongée. C'est-à-dire ça a le look beaucoup plus sport que les précédents. Oui. Et moi, je trouve que dans les montres connectées, là, c'est ce qu'on appelle un peu hybride, parce que c'est pas tout un écran. Voilà, il y a un cadran avec des aiguilles, etc. Dans ce genre de montre, moi, c'est celle que je trouve la plus jolie. Oui. Voilà, inspirée des Rolex Submariner ou Omega Seamaster. Et celle qui me suit du plus, alors effectivement, elle est un peu limitée. Il y a juste un tout petit écran qui peut afficher les notifications en défilement. Mais c'est le principe, c'est-à-dire qu'on reste sur une montre très élégante, très classique, de vie, je dirais, en fait. voilà, mais qui permet quand même de faire énormément de choses. Enfin, sur le point santé, je pense que Withings, là, vraiment, on a un champion français. Et là, qui apporte une petite touche sport. Alors, ce qu'il y a, c'est que le prix est assez élevé quand même. 500 €, ouais. Et j'ai l'impression que j'ai cru comprendre que c'était une édition limitée. Alors, je ne sais pas combien d'exemplaires, mais voilà, ils jouent un petit peu sur la rareté. Un petit peu comme dans la grande horlogerie, quoi. Oui. Ceci dit, En tout cas, on a enfin, je dirais quand même, un vrai concurrent de l'Apple Watch. Ah oui, oui et non, parce que comme dit Romain, ça ne fait pas la même chose. Et pour me baigner, l'Apple Watch, ça permet d'aller à la piscine. Il y a un vrai avantage quand même, c'est comme c'est un écran mécanique,
ça consomme beaucoup moins d'énergie. 30 jours d'autonomie. Ouais. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que, typiquement, avec une Apple Watch, vous ne pouvez pas surveiller votre sommeil parce que la batterie est vide avant que vous vous réveillez. Ça n'a pas de sens. On dort branché, bien sûr. Donc voilà, donc du coup, il y a ça comme intérêt, mais on a parlé de Tag Heuer à propos de Vivatech un peu plus tôt cette année. Les grandes horlogeries s'y mettent. Autrement dit, est-ce que la cosmétique, la présentation, l'aspect physique du produit est une commodité qu'on vient greffer sur une montre informatique, connectée, digitale, ou est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas les gens qui font ce métier de la montre depuis des générations, qui intègrent maintenant le digital et qui continuent à capitaliser sur leur immense savoir-faire de user experience au sens matériel du terme? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, les deux streams sont en train d'avancer. Romain? Les grands horlogers, ils font de l'horlogerie. Là, c'est un ordinateur, donc il n'y a pas du tout le charme. Enfin, je pense que les gens qui achètent des montres d'horloger ne les achètent pas pour... Alors, il faut regarder Tag Heuer. Ils n'achètent pas un écran, quoi. Moi, j'ai été bluffé par Tag Heuer qui est sorti l'année pas dernière horlogerie, mais et qui semble réussir cette conjonction. Après, j'ai pas la réponse, mais voilà. En tout cas, on peut que constater aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le marché des montres connectées, c'est pas Tag Heuer qui vend le plus, en tout cas. On est bien d'accord. Bon, on a pu lire aussi l'annonce d'une catastrophe. Les smartphones Android ne pourraient plus se connecter à Internet à partir d'aujourd'hui, 30 septembre. Romain Héard, décryptage. Ça a été déjà débunké, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, une histoire comme ça. C'est un peu technique, mais en fait, c'est des histoires de certificats TLS, c'est ce qui sert à rendre le web chiffré. Depuis quelques années, on a une espèce d'association, enfin d'organisme à but non lucratif qui s'appelle Let's Encrypt, qui propose des certificats gratuitement. Avant, c'était payant et c'était compliqué, et donc il y avait très peu de sites qui étaient chiffrés à cette époque-là. Il y a justement l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui proposait une extension de navigateur pour que les gens se connectent automatiquement au site en version sécurisée, qui a annoncé récemment qu'ils allaient arrêter cette extension parce que grâce à Let's Encrypt, justement, quasiment tout le web aujourd'hui est sécurisé et chiffré. Et ce qui se passe, c'est que Let's Encrypt, au départ, des certificats, en fait, c'est toute une chaîne de confiance avec un organisme tout en haut de la chaîne qui signe des certificats. Et celui que Let's Encrypt utilisait au départ arrive à expiration. Et en fait, ils ont changé leur chaîne de confiance en cours de route. Mais en fait, c'est un faux problème. Et alors, le problème, c'est qu'il y a des appareils Android qui n'auraient pas eu accès à la mise à jour du nouveau certificat de sécurité. C'est le souci, ouais, voilà, c'est que des appareils n'ont pas... ça touche pas qu'Android, ça touche tous les systèmes d'exploitation. Ça peut même toucher des téléviseurs, des consoles, un peu tout. Des PC. En fait, à la racine, les certificats racines qui servent à signer les certificats des sites web, ils peuvent pas être sur Internet, ils sont dans les appareils. Donc il faut qu'ils soient mis à jour. Effectivement, des anciens appareils, mais c'est des très vieux appareils. Alors oui, voilà, on va peut-être rassurer. Donc c'est quoi? Il faut qu'il ait quoi? Plus de 8-9 ans? Oui, c'est ça. C'est au moins 5 ans minimum selon les différents... Sans avoir été mis à jour, ouais. En plus. C'est Windows XP, c'est macOS Sierra, donc c'est il y a très longtemps. C'est iOS 10, donc c'est il y a des années. C'est Android 7. Voilà, donc il y a pas donc ça représente quoi sur le marché? Mais c'est... Moi, j'ai vu circuler un chiffre, serait 0,2% pour les smartphones Android. Je pense que c'est moins de 1%, et puis en plus, il y a des solutions. Et en plus, il y a des solutions, voilà. On peut soit installer manuellement le nouveau certificat Racine, ou alors on peut installer par exemple Firefox, quel que soit sur ordinateur ou sur téléphone, qui intègre ses propres certificats et donc qui passe outre les soucis de mise à jour du... Voilà, donc pas de panique. Ouais, voilà. On termine avec le nouveau Fairphone qui doit être annoncé là dans... Quelques minutes, ouais. 10 minutes c'est en cours. Un peu plus, mais... À peine. À peine. Donc un nouveau Fairphone. Alors Fairphone, on va peut-être rappeler, mais très rapidement, c'est l'idée de construire des smartphones responsables, éco-responsables, que l'on peut démonter, que l'on peut donc réparer, augmenter, ou même au fur et à mesure des innovations technologiques. Et on en sait un petit peu plus que ce que la conf veut nous laisser entendre que dans une demi-heure, puisqu'il y a un site internet WinFuture qui a laissé fuiter des photos et des caractéristiques techniques de ce nouveau Fairphone, le Fairphone 4. Résumé rapide, Romain Héard, de ce que l'on sait déjà. Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que c'est un design de 2019, grosso modo. Le souci des Fairphones jusqu'à maintenant, c'est que pour avoir ce côté réparable, ils avaient vraiment un design très daté, très clivant. Il fallait vraiment être assez fondu pour acheter ces téléphones-là. Là, on a enfin un design qui n'a
qui a un peu de retard. ressemble en fait à un smartphone normal. Qui a un peu de retard, qui a un beau cadre en aluminium comme on a pu voir sur les photos, une façade avec des bordures assez fines, etc. Un joli appareil photo à l'arrière. Enfin voilà, il ressemble à un téléphone assez conventionnel. Quelque part, peut-être que les clients vont le trouver trop peu différenciant. Voilà, ils pourront plus mettre en avant le fait Fairphone, équitable, etc. Avec des caractéristiques visiblement d'après la fuite de 2021. Donc et là, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, les Fairphone, quand ils sortaient, ils avaient déjà un petit peu de retard sur l'état de l'art. Et là, il est vraiment à jour. Et il serait 5G ? Oui, a priori, oui. Parce que voilà, c'est une puce de dernière génération. Donc, et ça c'est aussi intéressant parce que ça rentre dans cette mission de longévité. Il va pouvoir durer plus longtemps. On peut s'imaginer qu'ils vont le maintenir à jour Android pendant aussi longtemps qu'Apple. Apple était le champion. Et sur le prix, ça coûte plus cher de s'acheter un Fairphone oui, qu'un smartphone classique quand même. Hein, ouais. C'est un peu comme le bio, quoi. On a un produit qui a les performances équivalentes à des produits moins chers. Là, on s'attend à un prix autour de 600 € face à des téléphones équivalents qui valent peut-être 400-500 €. Quoi. Ça vous tente, Alain Staron, de passer à un Fairphone ? En fait, c'est la vraie question de la durabilité. Est-ce que c'est dans les mains du client ou est-ce que c'est dans les mains de l'entreprise ? Moi, j'ai regardé, je peux acheter un iPhone 12 à peu près le même prix, recyclé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'achète un appareil qui a déjà une première vie, je l'achète en seconde vie, donc je suis très bon coin, compatible, ce qui est une autre manière de faire. Mais là, celui-ci sera évolutif. Oui. C'est ça l'intérêt. On parlait d'Apple en fait. il y a une semaine ou deux, effectivement, qu'il y avait des machines qui démontent les iPhones pour les recycler, etc. Absolument. Apple, il y a beaucoup de washing. Il y a un exemple très bête chez Apple. Sur les iPads, en entreprise ou en école, on peut faire du multi-utilisateur. On ne peut pas, en particulier, il faut que si on est 3 dans un foyer, il faut avoir 3 iPads. Bon, allez, je vous offre une bière pour terminer la conversation. Merci Delphine. Message from Steve. Remember to eat something green today, Dad. Check. Bon, la bière, ce sera pour plus tard. Merci Alain Staron, fondateur d'Amborella, et Romain Maillard, journaliste, consultant indépendant de la technologie. Juste après la pause, retrouvez-nous, je reçois l'illustre chercheuse en intelligence artificielle Laurence de Villers.